Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Mais combien d'années nous avons passé dans le carcan de la domination étrangère? On nous arrêtait, on nous fusillait, on nous emprisonnait, on nous licenciait sans indemnité. Quand nous étions accidentés, on nous foutait à la porte sans récompense. Et on ne parlait pas en ce moment des droits de l'homme, n'est-ce pas? Mais en nous fixant ce préalable, nous ne faisons qu'interpréter l'aspiration profonde de tous les peuples d'Afrique noire à la reconnaissance de leur personnalité et de leur existence nationale. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Si nous abordons nos problèmes actuels comme les élites de l'époque coloniale abordaient les leurs, nous risquons de tenter de les résoudre avec une approche caduque, moins adaptée à l'actualité. Il y a plus d'un demi-siècle, le défi de l'élite africaine était tout autre. Depuis, les réalités politiques, économiques et sociales ont évolué. Forcément, les attentes aussi. Les luttes des années 60 pour l'émancipation africaine ont permis aux colonies du continent d'accéder à leurs indépendances. L'accession auquel indépendance a nécessité une lutte active et vigoureuse. Plusieurs décennies avant, des forces étrangères venaient de l'Europe qui était en plein essor économique, pour chercher de la matière première afin d'alimenter leurs industries en pleine croissance. Ils occupèrent les territoires africains pour les dépouiller de leurs ressources. Pour la réussite de leur mission, il fallait tout de suite entreprendre sur les territoires conquis, un certain nombre de changements d'ordre politique, physique, physiologique et culturel. Le succès de ces opérations a nécessité certaines actions fortes qui ont lourdement entaché le séjour des puissances coloniales en terre africaine. Plus tard, d'importants changements sont effectivement opérés. Des infrastructures ont été réalisées dans plusieurs domaines. L'éducation est prônée pour instruire en langue coloniale puis initier à la science et à la technique, le christianisme est répandu, tout ça dans le but de fructifier l'exploitation des nations colonisées. Beaucoup de personnes furent maltraitées, au pire tuées. Les multiples exploitations humaines et matérielles ont conduit l'élite à s'engager dans une lutte de libération, à prendre donc ses responsabilités. Les peuples qu'ils conduisirent ont par des moyens pacifiques et parfois violents, lorsque cela était nécessaire, obtenu leurs indépendances. Qu'elles aient été pacifiques ou violentes, les luttes furent rudes et ardentes. Malgré les divergences au sein de l'élite africaine dans la critique de la colonisation, l'on est quand même resté unanime sur la nécessité du recouvrement de l'indépendance des différentes nations africaines car il était temps et que c'était le meilleur moyen d'aspirer au développement. Plus tard, la majorité des colonies françaises d'Afrique a obtenu son indépendance. À la clé, des personnalités incontournables qui se sont mis au devant de leur peuple pour les sortir de la domination coloniale. Ahmed Sékou Touré, République de Guinée 1958, Ahmed Ben Bella, Algérie 1962, Léopold Sédar Senghor, Sénégal 1960, Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 1960, et d'autres suivirent. Mais,
cela ne suffit guère pour les nouveaux États. Même étant souverains, ils continueront à nouveau d'avoir l'impression d'être encore colonisés. Dans le cas des anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest, excepté la République de Guinée, le fait d'appartenir à une vaste entité sous le protectorat français, l'Afrique occidentale française, AOF, alimente beaucoup de débats. Les luttes à cette époque étaient plus accentuées sur le renforcement de la souveraineté et la fondation de nations fortes capables de fournir à chaque citoyen le plaisir d'appartenir à un État. Aujourd'hui, les aspirations restent les mêmes. Cependant, les luttes doivent changer de forme. Le combat doit évoluer et correspondre aux besoins actuels. De nos jours, tous les États concourent au développement durable et harmonieux. Pour y parvenir, une mobilisation interne est nécessaire, mais il faudra également une coopération avec d'autres pays, car dans ce nouveau monde, les pays sont tous interdépendants. Aucun pays ne peut prévaloir s'épanouir pleinement en comptant sur ses moyens propres. Fort malheureusement, cela ne paraît pas évident pour certains Africains qui de vive voix sollicitent redéfinir de façon brusque et brutale la relation de l'Afrique avec le reste du monde. Ces temps-ci, des discours émergent de partout pour juger la relation franco-africaine et les partenariats entre l'Afrique et l'Occident d'être à la base du retard du continent africain. Pour les tenants de cette théorie, la France continuerait à piller les ressources des pays africains et à déléguer le pouvoir à ses amis et à l'ôter à ses ennemis. Quant à l'Occident, qu'il continue sans cesse à endetter le continent, ce qui enfoncerait l'Afrique dans l'extrême pauvreté. Mais à entendre ces théories, l'on se demande s'ils prennent en compte tous les aspects de la notion de coopération et de dette. La France en tant que partenaire opère des prestations. Comme dans tout contrat, celles-ci sont régies par des intérêts de part et d'autre. Le rôle de la France est d'assurer ses intérêts sur la base des textes internationaux de libres-échanges encadrés par le droit international par lequel tous les pays et leurs rapports avec d'autres pays sont définis. En outre, la France, en sa qualité de référence démocratique dans le monde, conditionne ses aides au respect des principes fondamentaux des droits de l'homme et au respect des principes démocratiques. Ce qui déplaît aux dictateurs africains qui ambitionnent fréquemment de réprimer toute manifestation d'opposition à leur pouvoir. D'où la montée en puissance du sentiment anti-français. L'idée donc que la France pille les ressources des pays africains et contrôle leur vie politique est caricaturale, alors fausse. Lorsqu'ils clament par ailleurs qu'il faille rendre à l'Afrique son indépendance parce qu'elle a des dettes de la France, de l'Allemagne, du FMI ou de la Banque mondiale, prennent-ils en compte que les États-Unis d'Amérique, première puissance économique du monde, a en 2023 une dette publique de 31 400 milliards de dollars US et que le principal détenteur de titres de cette dette est la Chine, la plus grande rivale des USA dans le marché mondial, sans oublier les divergences politiques et philosophiques qui conditionnent cette rivalité. Actuellement, certains pays africains comme le Mali, le Burkina, la Centrafrique, le Niger et le Gabon ayant tous en commun des régimes non constitutionnels et la particularité d'être issus de coups d'État militaires sont entrés en guerre contre la France et les principes qu'elle défend. Non seulement celle-ci est humiliée, mais elle est aussi déshonorée par ces régimes qui n'empêchent pas non plus leur population de s'en prendre même physiquement aux symboles et à l'intégrité française. Malheureusement, beaucoup appellent ces actions malencontreuses par le réveil africain. Le paradoxe est que ce grand réveil tant attendu se caractérise par la haine, par le mépris et par l'irrespect, qui sont la devise de cette nouvelle Afrique prônée par des extrémistes, qui d'ailleurs, proposent dans leurs grands ensembles de traités avec la Russie et que celle-là se trouve plus fiable et plus adaptée. Il sera très difficile de décrire en si peu de mots le caractère écœurant de cette approche. Fort est de rappeler que l'on peut être très bon combattant, mais si l'on ne combat pas dans la bonne guerre, notre qualité de bon combattant ne servirait à rien. Les pseudo-souverainistes qui prêchent la fin d'un monde global sont en train de perdre de vue les réels défis qu'a le continent africain. En ce 21e siècle, l'Afrique n'a pas besoin de faux révolutionnaires. Ce dont elle a le plus besoin à présent, ce sont des investissements car nous avons besoin des routes, des ponts, des chemins de fer, de l'électricité, de l'eau potable, des bons systèmes éducatifs, des systèmes de santé fiables, des moyens de production et de transformation modernes, etc.
Cela est déjà fini depuis très longtemps. Nous n'aurons plus de Sékou Touré, plus de Thomas Sankara ou de Nelson Mandela, encore moins de Martin Luther King, tout simplement parce que la colonisation est finie, parce que l'impérialisme a pris fin, parce que l'apartheid a été aboli et que le racisme institutionnel n'est qu'un lointain souvenir. À ce jour, ce qui doit le plus nous préoccuper est comment combattre la corruption qui aujourd'hui est chroniquée dans nombreux de nos États, comment lutter contre le tribalisme, comment combattre l'analphabétisme. On doit aussi et surtout avant tout se poser la question à savoir comment offrir une vie de qualité à nos populations. Afrique Élite, voyons autrement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Amadou Touré et à notre page Facebook Khalif pour rester connecté aux actualités politiques nationales et internationales. Merci également de partager cette vidéo.